bonjour à toutes et à tous, et tout d'abord merci à vous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire pour lequel on va revenir sur les différentes nouveautés de votre Mercator, donc les nouvelles fonctionnalités et autres qui sont sorties ici au fil des dernières semaines et derniers mois. Donc l'idée n'est pas de vous présenter bien entendu chaque nouveauté en détail et de manière isolée, mais plutôt de revenir sur les principales. Le petit sommaire que j'ai prévu ici, c'est j'ai découpé les différentes nouveautés par thématique, je vais dire. Donc, dans un premier temps, on va revenir sur tout ce qui touche un peu plus à la gestion commerciale dans son ensemble. Après, quelques nouveautés au niveau du CRM. On fera également mention de Pingouin et donc de l'application mobile. Et finalement, au niveau de la comptabilité, pour ceux d'entre vous qui aurait l'option comptable avec Mercator. Il y a également quelques nouveautés que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc pour la partie gestion commerciale, alors ici je vais ouvrir pour la session d'aujourd'hui un dossier de démonstration, Créaplon. Il y a peut-être pas mal d'entre vous qui commencent à être familiers avec celui-ci parce que c'est ce dossier qu'on utilise dans la plupart de nos sessions de webinaire. Et donc la première nouveauté que je voulais vous présenter, c'est une qui touche à un nouveau bouton de recherche personnalisée qui est maintenant disponible dans les lignes des documents. Alors, moi, je l'ai paramétré ici dans une séquence de commande client, tout simplement. Donc, une séquence 1 comme ici que je vais ouvrir. Et alors, vous voyez maintenant qu'à présent, j'ai, en plus de la petite loupe classique qui permet de lancer la recherche des articles au sein des lignes sur base des clés de recherche habituelles, modèle, désignation, euh, code barre, etc. Ben, maintenant, je peux également ajouter, si nécessaire, un nouveau bouton qui est tout simplement un bouton de recherche personnalisé qui est configurable vraiment séquence par séquence librement par par requête SQL, pardon. Donc libre à vous de voir avec votre chef de projet si ça vous intéresse quelle est la requête que vous voulez voir pour pouvoir gérer ce fameux bouton. Et alors dans le cas présent, simplement ce bouton-là, moi je l'ai paramétré pour dire, bah, tiens, au clic de ce bouton, d'afficher au fait tous les articles qui avaient déjà été achetés précédemment par le client mentionné dans la vente. Donc ici mon client c'est un Thomas au cours des derniers 90 jours. Donc là, je suis en cliquant sur la loupe orange, ben, Mercator va m'ouvrir simplement tous les articles que ce client m'a acheté ici au travers des 90 jours, hein, donc sur base de la date du document actuel. Et donc, ça me permet simplement de simplifier, de faciliter des recherches récurrentes que vous pourriez faire sous certaines conditions dans vos ventes. Et donc, comme je le disais, ce bouton est libre de paramétrage. Donc, vous pourriez très bien dire, ben non, lors du clic du bouton, j'aimerais afficher par exemple tous les articles qui font partie d'une certaine catégorie ou d'un certain rayon, d'une certaine combinaison de rayons famille sous famille, peu importe, c'est vraiment libre. Ben voilà, par exemple ici, moi c'était d'afficher tous les articles qui avaient été achetés par ce client au cours des 90 derniers jours grâce à ce petit bouton. Et donc ce bouton est vraiment géré document par document. Donc vous pouvez en mettre un dans les commandes clients avec une certaine condition. Vous pourriez en mettre un pour les tickets clients avec une autre condition. Pareil côté achat. Donc voilà, c'est assez libre à ce niveau-là. Et donc, il y a une page sur notre site qui l'explique, mais comme je le disais, vous aurez à la fin de la session tous ces liens en description pour avoir la documentation écrite qui vous explique plus en détail comment vous pouvez mettre en place cette fonctionnalité et les autres qu'on aborde également aujourd'hui. Alors, dans un second temps, je voulais également revenir sur la gestion de la fidélité. Alors, pour ce faire, je vais switcher sur un autre dossier de démonstration parce que le paramétrage ici a été prévu pour vous montrer la nouveauté d'aujourd'hui. Donc, pour tout ce qui est gestion de fidélité, je vais repartir rapidement de l'article qui en parle également. Je voulais vous montrer au fait différentes choses. Tout d'abord, le fait qu'on peut gérer maintenant la carte de fidélité par seuil. Donc, pas en standard, Mercator, au niveau de la fidélité, ben, se base sur un nombre maximal d'achat, au-delà duquel on va établir un bon de réduction qui sera utilisé par le client lors de sa vente en cours ou de la prochaine vente. Et maintenant, il est également possible de paramétrer Mercator pour dire, ben, tiens, on ne veut pas se baser sur un nombre d'achats réalisés, mais plutôt sur un événement, un seuil à atteindre pour déclencher la fidélité. Et donc ce seuil peut être défini soit en euros ou géré en termes de points. Donc au niveau de Mercator, ça c'est géré directement dans des options qui sont dédiées à la fidélité. Donc si je vais ici moi dans mon Mercator de démonstration dans outils options, ça est en train de charger. Et bien là, je vais pouvoir justement gérer dans le sous-menu fidélité ben, ce fameux seuil à atteindre. Donc ici, j'ai voilà, un seuil, par exemple 200 points, parce que moi, ma fidélité dans mon dossier de démonstration est configurée en points.
et donc qui va dire, bah, tiens, lorsqu'un client donné va atteindre 200 points de fidélité, bah, il va se voir proposer un pourcentage de réduction de 5%, donc 5% en points, bah, ça fait 10 points, qui pourra déduire directement de sa vente. Donc ça, c'est le principe de cette fidélité par seuil. Et au-delà de ça, il y a également une nouveauté qui a fait son apparition, qui est la déduction automatique de la remise produite par la carte de fidélité. Et ça, je vais vous montrer avec un exemple. En fait, maintenant, Mercator, depuis la version 11.0, permet également de gérer automatiquement la déduction de la remise accumulée sur la carte de fidélité. Et donc là, la page explique de nouveau un peu son fonctionnement, donc je vous invite à le lire pour plus de détails. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire, bah, tiens, dès qu'un client va atteindre son seuil de fidélité, à savoir ici 200 points, eh bien, il va, sur base de la valeur de l'article en termes de points, bah, il va avoir X points de fidélité à utiliser. Eh bien, Mercator va être capable de les détecter automatiquement lors de la vente et de vous proposer lors de la vente, bah, tiens, est-ce que on doit bah, utiliser cette fidélité dans le cadre de la vente en cours? Et si pas, bah, alors Mercator va garder en mémoire que la fidélité n'a pas été utilisée et lors d'une vente future va vous le reproposer à l'écran. Et dans un autre cas de figure également, si par exemple le client a droit à accumuler 20 points de fidélité, donc 20 euros de réduction, s'il venait acheter par exemple des marchandises pour 15 euros maximum, ben, Mercator va être capable également de savoir qu'il n'a utilisé que 15 points et donc il lui reste 5 points dans son cumul qui sera encore utilisable à l'avenir. Alors, lors des ventes futures. Donc là, je vais vous montrer rapidement lors de l'encodage d'un ticket nominatif. Donc là, je vais prendre un ticket client. Hop, je vais l'ouvrir ici à l'écran. Donc je vais prendre mon client, par exemple Thomas, pour lequel à l'heure actuelle, je n'ai pas de fidélité qui a été définie. Donc là, voilà, le seuil total, pardon, le cumul de fidélité pour ce client est nul actuel, hein. Donc là, on a le champ qui fait référence fidélité. Et alors, je vais par exemple dire, bah, tiens, que mon client Thomas, lui, va m'acheter un article douche, tout simplement, qui, lui, a été paramétré comme valant 40 points l'unité. Donc là, au niveau de sa fiche article, j'ai 40 points qui ont été mentionnés. Donc là, je vais dire par exemple, bon, j'invente que mon client Thomas va m'acheter 4 articles douche, donc 4 x 40, 160 points de fidélité vont être gérés au moment de l'enregistrement de la vente. Donc là, je vais simplement valider cette transaction, je vais enregistrer mon document. Voilà. Et alors, dans un second temps, je vais refaire une nouvelle vente sur ce client où je vais de nouveau lui vendre cet article douche pour justement atteindre ce seuil de fidélité de 200 points. Donc, je recommence une nouvelle vente, un ticket client nominatif. Je vais sélectionner mon client ici, Thomas Dupont. Hop, je fais appel à mon article douche une nouvelle fois. Et là, ben voilà, je vais dire par exemple, il va m'en acheter, disons, 2. J'enregistre. Et là, voilà, Mercator a détecté, ah tiens, ben maintenant le client a droit à 10 points de fidélité parce qu'il a atteint justement le seuil en question. Et donc là, il me propose à l'écran de voir si je veux déduire de la carte de fidélité son avantage et le faire valoir sur la vente. Si je mets OK, alors à ce moment-là, bon, directement je passe via l'onglet paiement, mais si je retourne d'abord dans la vente, vous voyez que on m'a ajouté dans ma vente un article de déduction fidélité. Alors celui-ci est également définissable dans les options, donc c'est expliqué sur la page d'ailleurs comment vous pouvez référencer un article dédié pour gérer ces déductions de fidélité. Et donc là, il m'a automatiquement déduit 10 euros dans la vente. Et donc lorsque je viens enregistrer ma vente, donc ben voilà, je repassais via l'onglet paiement, ben, je n'ai qu'un solde de 474 que le client doit me payer parce qu'on tient compte justement de cet avantage qui a été activé. Donc lorsque je vais enregistrer la vente, ben voilà, elle va être enregistrée. Et lorsque je vais tourner ensuite sur sa fiche client, ben je vais voir que le seuil de fidélité est repassé à 0 parce que justement, l'avantage de fidélité qui a été accumulé a été consommé. Si j'avais répondu non à la question, du coup, d'utiliser ces fameux 10 points de fidélité, ben ça aurait été lors des ventes futures que Mercator m'aurait reproposé d'utiliser l'avantage, étant donné qu'il détecte que sur la fiche client, il y a un avantage de fidélité qui était paramétré. À savoir également qu'au-delà de ça, si nécessité également il y a, on peut gérer via code des cas de figure où on peut faire valoir la fidélité sur seulement certains types de documents de vente. Donc de dire, bah, tiens, la fidélité n'est activée potentiellement que sur certaines séquences bien spécifiquement. Si ça va être le cas chez vous, bah, je vous invite à voir avec votre chef de projet comment paramétrer ça via code, mais sachez en tout cas que c'est possible.
Donc voilà, ça c'était la petite nouveauté en termes de fidélité. Une autre nouveauté dont je voulais faire mention, c'est au niveau de la valorisation des stocks. Alors là, il y a une page de nouveau qui l'explique, c'est la 3213 sur notre site, où maintenant Mercator permet la valorisation des inventaires selon la méthode FIFO, donc first in, first out, première entrée, première sortie. Et donc là, on vous explique justement voilà, comment cette nouvelle méthode de valorisation de stock fonctionne sur base de l'ajout d'un champ. Et donc, comme son nom l'indique, maintenant, il est possible de valoriser les stocks dans Mercator vraiment sur base de cet outil, cette méthodologie FIFO. Alors, ce qui va se passer, je vais vous montrer dans quelques secondes avec un exemple, c'est que maintenant, dans Mercator, dans la signalétique des articles, vous aurez alors une grille qui va être présente ici dans la signalétique, qui va vous montrer, tiens, quels sont justement les différents mouvements qui ont été réalisés sur cet article au niveau des achats, avec à chaque fois la date du document, le stock restant par rapport aux articles qui avaient été acquis lors de cette date et le prix d'achat net qui avait été d'application lors de ces achats au moment de la transaction. Et donc ça va permettre de générer ici chronologiquement tous les achats réalisés avec à chaque fois les quantités en stock restantes lors de ces achats. Et alors Mercator, lorsqu'on va ensuite faire des ventes sur cet article, va venir automatiquement dans cet outil FIFO déduire les quantités en stock restantes sur base du premier entrée. Donc par exemple ici, si je regarde le petit exemple que j'ai là, on viendrait déduire directement les quantités restantes du 16 octobre 2023 si je fais par exemple une vente de 5 quantités. Donc je n'aurai plus que 179 et plus 186 valorisés à 40 euros pièce. Et alors via l'outil FIFO, en cliquant sur le petit bouton ici de recalcul de la valorisation, Mercator va ensuite, sur base des quantités restantes, me redonner une nouvelle valorisation en tenant compte justement des mouvements et des quantités résiduelles sur chacun de ces achats qui avaient été initialement réalisés, quoi. Donc si je reprends le dossier de démonstration ici, j'ai un outil un article pour lequel voilà, j'avais encodé au préalable quelques mouvements. Donc là, si je vais sur la fiche de l'article douche, par exemple, voilà, dans l'onglet complément, j'ai ici cette grille de valorisation FIFO. Donc là, j'avais fait ce matin 2 documents d'achat test pour vous montrer, où là, par exemple, j'avais acheté 10 pièces tout d'abord à 200 euros net, et puis alors j'ai fait juste après un achat à 5 pièces à 100 euros net. Mercator sait qu'au total j'ai 15 pièces en stock, parce que juste avant ça le stock était nul pour information, donc voilà, on est passé de 0 à 15 avec ces deux transactions là, et la valorisation FIFO me donne de manière pondérée 166,67. Et alors sachez que cet outil là n'est pas réexécuté en temps réel sur base de chaque nouvel achat ou de chaque nouvelle vente. C'est à l'utilisateur de venir soit article par article remettre à jour cette valorisation avec le petit bouton ici, ou alors il y a un point de menu général qui permet de mettre à jour les valorisations FIFO sur tous les articles, à savoir également, et c'est mis d'ailleurs sur la page, que ça peut être assez gourmand en termes de performance de faire ça sur tous les articles à la fois, étant donné que Mercator reparcourt les mouvements, recalcule tout ça sur toute une sélection d'articles, et donc c'est assez gourmand en termes de lecture dans la base de données. Mais sachez que voilà, en cliquant sur ce petit bouton là, je peux recalculer justement les prix FIFO jusqu'à une certaine date. Donc par exemple, je pourrais dire ne les recalculer qu'à la date du 20 juillet ou à la date du jour qui est proposée par défaut le 25. Je fais OK, là l'outil se remet à jour, là j'ai pas de différence. Mais si par exemple je viens maintenant faire aller directement une transaction, on peut repartir sur simplement un ticket client par exemple. Donc là je viendrai vendre mon article douche. Ici dans une vente, c'était celui-ci, le 90 x 90, si je ne dis pas de bêtises. Oh, il y a une rupture de stock qui est détectée, mais ça c'est sur les autres articles liés. Voilà, je vais dire par exemple que je viens vendre ces fameuses quantités. Hop, j'enregistre ma vente. Non, pas besoin d'impression. Voilà, il me lance une nouvelle vente automatiquement. Et si maintenant je viens relancer l'outil FIFO, voilà, vous voyez, automatiquement j'ai vendu 5 quantités. Il m'a déduit 5 quantités du first in, donc la premier achat qui était fait à 9h30 le 25 juillet. Et donc là, il a recalculé ma valorisation de stock. Maintenant, il me reste que 10 pièces en stock à une valorisation pondérée de 150 euros. Donc voilà, cet outil-là fonctionne comme ça dynamiquement. Lorsque vous exécutez donc ce recalcul des valorisations FIFO, il va prendre en compte donc du coup les achats réalisés, mais également les ventes futures, que pour vous afficher ensuite cette valorisation ici actualisée selon la méthode FIFO. Et donc comme je le disais, là je vous invite vraiment, il me propose de sauvegarder la nouvelle valorisation, voilà. Je vous invite vraiment à lire en détail un peu plus la page qui explique voilà le fonctionnement et également quelques petites spécificités par rapport à des quantités potentiellement négatives dans les documents et comment Mercator gère ça au niveau de la valorisation. Donc ça c'est la page 3213
il l'explique. Alors, la nouveauté suivante que je voulais voir avec vous, c'est au niveau de la différenciation des unités. Là maintenant, Mercator permet de gérer des unités multiples à la ligne. Donc tout d'abord en 11.0, il est maintenant possible de gérer différentes unités d'achat et de vente, tout simplement. Et donc là maintenant, au niveau des lignes directement dans Mercator, il y a la possibilité aussi, pardon, d'ajouter une petite colonne supplémentaire avec un déroulant qui vous permet directement de dire dans une séquence donnée, d'une vente à l'autre en fonction du client, on peut choisir de vendre tel ou tel article dans telle ou telle unité. Donc c'est pour vraiment simplifier au niveau des ventes à la ligne cette gestion des unités. Donc là, je vais vous montrer sur base de nouveau d'un exemple. Donc dans mon dossier ici, si je prends la séquence 1 com, là j'avais ajouté voilà, la colonne unité qui me permet justement de gérer cette unité à la ligne. Si je fais appel à un article que j'ai appelé test unité ici dans mon dossier, voilà, là vous voyez que l'unité par défaut c'est l'unité plaque. Donc si je reprends par exemple cet article de test, dans l'onglet complément ici, voilà, j'ai cette grille qui me permet justement de gérer ces différentes unités de vente. Donc par défaut, la première unité de vente est proposée, c'est la plaque, qui est la même que l'unité de stock et donc le coefficient est de 1. Mais j'ai également défini par exemple une unité au mètre carré ou une unité en termes de paquet de 12, donc entre guillemets 12 plaques, on pourrait les acheter en une fois. Et donc si maintenant dans ma vente en cours, je viens via ce déroulant modifier l'unité à faire valoir, je prends par exemple paquet de 12, vous voyez qu'en termes de prix unitaire, ça n'a pas changé parce que par défaut, Mercator, le prix unitaire, il va toujours l'exprimer dans la première unité de vente. Par contre, le total, lui, est passé à 120 parce qu'on sous-entend que c'est un paquet de 12 et non plus une seule unité, une seule pièce, une seule plaque qu'on vend. Et donc, lui, dans le total, il va justement tenir compte de cette unité à la ligne que pour maintenant vous afficher le prix dans cette unité, quoi. Donc le total à la ligne sera géré dans cette unité. Et bien entendu, si vous ajoutez différents articles qui sont gérés dans différents concepts d'unité, chaque ligne est indépendante l'une de l'autre, bien entendu, et donc le total sera du document dans son entièreté, tiendra compte potentiellement des diverses unités à la ligne que vous avez utilisées pour chacun des articles de votre vente. Donc voilà. Prochaine nouveauté que je voulais vous présenter, c'est par rapport aux documents liés croisés, une petite nouveauté par rapport à ces fameuses liaisons. Donc pour rappel, Mercator permet également maintenant de gérer des liens automatiques entre vente et achat. Ça via du paramétrage à faire via votre chef de projet en amont, mais c'est de dire que par exemple, dans une commande client, on pourrait directement, pour les articles de la commande, mentionner dans les lignes un fournisseur pour lequel on veut générer automatiquement à la sauvegarde de la commande client une préparation de commande fournisseur pour dire tiens, pour honorer cette commande client, par exemple lors de de la vente d'articles sur commande, j'aimerais automatiquement que Mercator me génère chez un fournisseur donné une préparation de commande, pardon, pour pouvoir justement honorer cette commande client côté vente. Et donc ça, c'est le concept de base, donc des documents liés croisés qui existent déjà depuis quelques temps maintenant. Mais au-delà de ça, il y a une petite nouveauté qui est maintenant possible, c'est de dire par séquence, on peut maintenant définir aussi, lors de la génération automatiquement du document miroir achat, par exemple, quel champ de la vente on veut automatiquement remplir dans le document d'achat. Donc on pourrait dire, par exemple, si je réalise une commande client en amont, dans la séquence de la commande, on peut dire, voilà, j'aimerais que lorsque je génère ma préparation de commande fournisseur automatiquement lors de la sauvegarde de la commande client, bien que, par exemple, la référence de la commande client soit reprise et populée automatiquement dans ma commande préparation de commande en achat, et que, idem, par exemple, un champ commentaire ou autre qui serait mentionné dans les lignes de ma commande client soit automatiquement initialisé dans ma commande d'achat. Comme ça, voilà, l'utilisateur n'a pas besoin, lui, d'aller consulter la commande client pour voir ce qui a été mis à la ligne en commentaire ou quelle était la référence, mais non, automatiquement, dans la commande d'achat, Mercator est capable de remplir ces champs-là sur base du paramétrage qui aurait été fait séquence par séquence de nouveau. Donc on peut dire dans une commande client, par exemple, c'est tel champ qu'on transfère en achat, mais par exemple dans une facture ou autre, peu importe, ce serait un autre champ. Voilà, ça c'est libre à vous de le définir séquence par séquence dans le paramétrage. Donc c'était une autre nouveauté à ce niveau-là. Maintenant, je continue. J'avais brièvement une nouveauté à vous présenter au niveau des gammes. C'est juste plus à titre informatif, mais sachez que tout récemment, ici depuis début juillet, Mercator permet également de gérer les gammes. Donc ça, c'est pour information, la notion de gamme, c'est par exemple pour des articles qui seraient gérés en couleur ou en taille, par exemple des vêtements ou autres. Eh bien, maintenant, Mercator permet également la gestion de gamme sur une seule dimension. Alors par le passé, donc ce qui est encore le cas pour les clients qui n'auraient pas une version 11.0 de Mercator, il fallait pour avoir cette fameuse gestion de gamme avec ce fameux
pop-up de gestion de gamme qui apparaît à l'écran lors de la saisie des articles et autres, il fallait obligatoirement que sur les fiches articles à gérer par gamme, qu'on ait bien la gamme 1 et 2 qui soit non vide pour que cette gestion de gamme soit activée, si je peux dire. Ben maintenant, on peut également gérer la notion de gamme sur une seule dimension. Et donc, c'est sous-entendu que, par exemple, mais il suffit simplement de remplir la gamme 1. Donc, par exemple, si on a des articles où ce n'est pas la couleur et la taille qui font foi, mais seulement un concept de couleur, tout simplement, et bien simplement remplir la gamme 1 avec taille, ou pardon, avec couleur et les bonnes couleurs par la suite, ben, suffit à activer la gestion de gamme dans Mercator, alors que par le passé, ben, il fallait obligatoirement avoir deux dimensions de gamme que pour que cette gestion de gamme standard soit effective. Donc voilà, petite nouveauté à ce niveau-là. Une autre nouveauté que je voulais rapidement vous présenter, c'est au niveau des documents de reporting. Vous l'aurez peut-être remarqué, pour ceux qui les utilisent assez souvent, c'est que maintenant, il y a un petit déroulant favori qui a été ajouté ici dans les documents de reporting. Donc, pour rappel, pour y accéder, c'est donc gestion document reporting. Et alors là, je peux moi-même venir définir très simplement maintenant des favoris dans mes documents de reporting parce que parfois, bon, en standard, il y a énormément de documents qui sont disponibles, mais bien entendu, il y en a seulement certains d'entre eux qui sont pertinents pour vous à l'utilisation au quotidien, ben, où je pourrais venir définir simplement ces favoris-là. Donc, par exemple, si je déroule le déroulant ici avec tous les documents reporting articles, ben, je voudrais par exemple dire, ben, tiens, le hit parade article, j'ai envie de le voir comme un de mes favoris. Je clique sur l'étoile et automatiquement, il va être repris justement dans ce petit nœud ici en amont de l'écran, favoris, où là, je vais retrouver justement tous mes documents cochés comme favoris et dynamiquement, je peux en ajouter, les supprimer, etc. au compte-gouttes. Comme ça permet par utilisateur d'avoir une gestion de documents de reporting favoris beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique pour faciliter la consultation de statistiques ici au quotidien. Voilà, tout simplement. Donc je continue. Une autre nouveauté ici, c'est plus un ensemble de nouveautés, mais ça touche à l'outil de réapprovisionnement. C'est vraiment la partie sur le mode manuel et permanent. Alors là, je vais brièvement vous en parler aujourd'hui. C'est la possibilité au fait de pouvoir gérer le réapprovisionnement non plus comme quelque chose de purement automatisé sur base d'une sélection de dates, de commandes clients honorées. Non, c'est vraiment de pouvoir le gérer de mode en manuel, c'est bien son nom. C'est-à-dire d'avoir une liste d'achats qui est complétée au fur et à mesure et sauvegardée par les utilisateurs. Et donc là, la page référence un petit peu voilà ce qui est possible de faire à ce niveau-là. Mais une fois que l'outil est en place, sachez qu'il est maintenant possible, lorsque vous allez exécuter le point de menu gestion réapprovisionnement, d'avoir non plus une sélection de dates et de stock min max à prendre en compte, mais directement une grille comme ceci, où vous-même, vous allez pouvoir directement mentionner, ben, tiens, quels sont les articles devant faire partie de ma liste d'achat. Voilà, moi j'en ai déjà ajouté deux ici dans mon écran. Je pourrais par exemple en ajouter un troisième, un quatrième, sélectionner le fournisseur, les quantités à acheter, etc. Et ensuite, il est vivement conseillé aussi, et ça c'est via une option qu'on active, de pouvoir cocher ou décocher certains articles au sein de cette grille de Réapro. Et là, voilà, je vais par exemple dire, ben voilà, je veux générer des préparations de commandes seulement pour ces deux articles-là, chez ce fournisseur-ci. Je clique sur générer, boum, Mercator me génère ces deux préparations de commandes fournisseurs. Et en mémoire, il va alors se souvenir qu'il restait un article dans ma liste d'achat pour lequel on n'a pas généré de document. Et donc, lors de la prochaine réouverture de l'outil de réapprovisionnement, ben, je n'aurai plus qu'une seule ligne avec cet article douche 90 x 90 qui est restant. Et l'utilisateur va pouvoir justement venir y ajouter des lignes. Et si par exemple, je veux simplement ajouter des lignes mais ne pas encore générer quelconque document, ben, je peux simplement alors cliquer sur je vais prendre ça, voilà, bride mural par exemple, cliquer sur le bouton sauvegarder Réappro, je clique dessus, Mercator me sauvegarde cette liste et lorsque je viens faire un gestion Réappro, eh bien de nouveau, ben voilà, il a gardé en mémoire que j'avais une liste avec 4 articles de mentionnés et on peut voilà, vraiment gérer facilement cette liste de Réappro ici à l'écran. Alors, au niveau du Réappro, il y a également quelques nouveautés dans les options pour vous permettre d'avoir davantage de possibilités dans la grille de réapprovisionnement en standard. Si vous faites une recherche sur les options Restock, vous verrez que par exemple maintenant Mercator permet dans l'outil de réapprovisionnement de directement modifier les prix et les remises si c'est nécessaire. Donc là, il y aura des colonnes supplémentaires qui seront automatiquement ajoutées dans la grille. On va pouvoir également, à titre d'exemple, pouvoir changer le critère qui est pris de base en compte pour définir le fournisseur par défaut dans les réappros. Donc on pourrait dire, tiens, par exemple, je ne veux pas, parce que jusqu'à présent, Mercator mettait par défaut dans la grille du réappro le fournisseur principal qui était tel défini dans la fiche article, mais si par exemple maintenant j'aurais pour un article donné plusieurs fournisseurs mentionnés
mentionné dans l'onglet fournisseur de la fiche article, ben, je pourrais dire mais que le critère de sélection n'est plus simplement de dire ben, quel est mon fournisseur principal, mais plutôt de dire ben, mets-moi plutôt dans ma sélection par défaut du ReaPro le fournisseur le moins cher. Et donc là, Mercator va regarder au fait au prix d'achat mentionné dans cet onglet fournisseur et va venir par défaut mentionner dans la grille de ReaPro le fournisseur qui est le moins cher et non plus le fournisseur principal par défaut. Et donc ça, on peut changer ce critère de sélection par défaut via l'option que je vous montre ici à l'écran. Il y a également autre chose que je voulais rapidement vous mentionner, c'est la définition des quantités préférées dans cet outil de ReaPro. Donc si je fais une recherche voilà, sur l'article 3227, maintenant Mercator permet également, lorsque vous avez la gestion des prix par quantité qui est active dans l'onglet fournisseur des fiches articles, donc de pouvoir gérer des prix par quantité également au sein de vos fournisseurs et pas simplement dans votre tarification client, ben maintenant il est possible d'avoir aussi, suite à l'ajout d'un champ, une petite colonne supplémentaire réapprove qui va simplement vous dire ben tiens quel est le seuil correspondant à la quantité préférée qui doit être d'application dans l'outil de ReaPro. Et donc ça va vous permettre simplement de vous dire ben tiens au final lorsque vous allez gérer le réapprovisionnement, Mercator va être capable de vous indiquer dans la grille de ReaPro que si jamais j'ai par exemple ces fameuses seuils de quantité qui sont définis. Mais par exemple, si j'enchaîne 10 quantités ici, je vois que je bénéficie d'un prix d'achat chez ce fournisseur de 99 euros pièce et non pas de 100 euros pièce. Et donc, Mercator va pouvoir m'indiquer dans l'outil de ReaPro, attention, ah ben voilà, je peux bénéficier justement d'une réduction si j'achète 10 pièces et non pas seulement 6. Et donc, il va vous indiquer ben justement via la colonne quantité préférée que si jamais vous achetez directement 10 articles chez ce fournisseur via le ReaPro et pas simplement 6, ben vous allez bénéficier automatiquement de cet avantage au niveau de votre prix d'achat fournisseur, quoi. Et donc ça, c'est au niveau de la grille de ReaPro que vous allez avoir cette information, que vous pouvez la gérer tout simplement. Et lorsque le ReaPro justement est généré, ben, si jamais vous avez une quantité préférée qui est toujours mentionnée dans la grille de ReaPro, ben, Mercator va vous commander cette quantité de 10 et non pas les 6 via la colonne quantité classique. Mais si jamais vous venez vider la colonne quantité préférée et mettre par exemple 0 à la place, ben, Mercator va lui détecter que vous voulez, ben non, vous limitez à 6 quantités, pas en acheter 10 tout simplement lorsque vous allez générer cette sélection de commandes automatisée via l'outil de réapprovisionnement. Donc voilà, ça c'était les nouveautés principales pour ce qui concernait le ReaPro. Maintenant, je voulais rapidement vous montrer une nouveauté aussi sur la configuration des profils utilisateurs. Bon, ça c'est un peu plus technique, mais pour ceux d'entre vous qui géreraient des requêtes SQL ou autres, ça peut être utile. Maintenant, vous allez voir que dans le paramétrage des profils utilisateurs, vous avez je veux dire une zone en plus, ici Timeout SQL, qui va vous permettre de définir, tiens, par profil utilisateur, le nombre de secondes le délai, si vous voulez, avant lequel Mercator va vous donner une erreur de timeout si vous effectuez une requête SQL qui est consommatrice avec beaucoup de données. Donc si par exemple il y a des utilisateurs admin chez vous qui sont amenés à travailler dans la base de données ou exécuter des requêtes assez consommatrices en termes de temps et de performance, ben, on va pouvoir dire que pour certains utilisateurs, ben, le timeout SQL va peut-être être d'une minute et pas simplement 30 secondes, pour ainsi dire, ben, voilà, pour dire que ces utilisateurs-là ont le droit justement d'effectuer des requêtes plus gourmandes et donc Mercator sait que quand on va être connecté avec ce profil utilisateur-là, ben, ce fameux timeout doit être plus long tout simplement que pour un utilisateur conventionnel classique, un utilisateur lambda, quoi. Voilà. Donc ça, c'était les nouveautés. Ah oui, au niveau de la gestion commerciale, il y avait autre chose que je voulais également vous montrer. C'est au niveau, cette fois-ci, des signalétiques. Il y a d'abord une idée de nouveau mode de filtrage. Donc ça, il y a une page spécifique qui vous l'explique, la 3209, où là, maintenant, Mercator offre des critères de filtre supplémentaires lorsque vous allez effectuer des filtres au sein des signalétiques. Donc, par exemple, on va pouvoir filtrer directement via par exemple le caractère égal, on va pouvoir dire bah, tiens,
faire une recherche en disant, tiens, Mercator doit m'afficher via le filtre tous les articles commençant par une série de caractères, par un mot bien spécifique. Et donc, si on met le signe égal, on saura que, que la recherche doit prendre en compte seulement le début du mot et tout ce qui s'ensuit, et pas le fait que ce soit le mot dans son entièreté qui soit compris dans la dénomination d'un article, par exemple. On va pouvoir aussi, et c'est assez utile, exclure lors des recherches sur les numéros de téléphone tous les caractères qui ne seraient pas de type numérique. Donc, par exemple, ici, si dans ma fiche client, j'imagine, voilà, pas un exemple, j'ai un numéro de téléphone comme ceci qui a été défini, un numéro de GSM, et bien voilà, j'ai un backslash, j'ai un point, etc. Et donc, ça peut entraver la recherche lorsque je vais faire une recherche seulement en mettant les chiffres du numéro de téléphone et pas ce backslash. Justement, en jouant avec ce petit carré ici, dans le filtrage, je vais pouvoir dire à Mercator que la recherche ne doit s'effectuer que sur les chiffres que je mentionne et ignorer des caractères supplémentaires, un backslash ou autre, dont il pourrait y avoir mention dans le numéro de téléphone des fiches clients, pour ainsi justement faciliter ces critères de filtre. Donc là, je vous invite à lire brièvement cette page. Ça vous explique justement comment vous pouvez tenir compte de ces modes de filtrage supplémentaires pour justement affiner vos filtres et vous permettre de filtrer de manière plus précise. Et alors, une dernière chose encore au niveau des signalétiques dont je voulais vous parler, ça concerne cette fois-ci les onglets directement dans les signalétiques. Donc sachez que maintenant il est possible assez facilement de dire tiens, en fonction d'un critère quelconque sur la fiche article, client, fournisseur, peu importe, on veut masquer un onglet qui serait dans d'autres cas sinon présent à l'écran. Donc dans mon exemple ici, moi j'avais paramétré tout simplement le fait que si j'ai des articles dont le rayon est à classer sur la fiche article, je sous-entends que l'onglet fournisseur n'est pas pertinent et donc je ne veux pas le voir apparaître si je suis sur un article du rayon à classer. Donc si par exemple je viens ici modifier le rayon de mon article douche et que je sélectionne par exemple le rayon à classer, j'enregistre, et bien vous voyez, hop, l'onglet fournisseur n'est lui non plus visible parce que j'ai mis cette condition ici sur le rayon qui fait que je veux masquer l'onglet fournisseur si le rayon de l'article est à classer. À savoir que là, voilà, la sélection des critères est purement théorique et libre, donc on peut faire des critères sur tout et n'importe quoi au sein des fiches articles pour définir de masquer tel ou tel onglet. Donc c'est pas simplement l'onglet fournisseur, ça peut être l'onglet fichier, interrogation, tout ce qu'on veut. Mais voilà, sachez qu'en standard maintenant, via un petit bout de code à rajouter, on peut, via votre chef de projet, prendre en compte certaines conditions de paramétrage et d'affichage dans les fiches articles, et donc de masquer certains onglets si c'était pertinent pour vous. Alors maintenant, en termes de CRM, donc ça c'est pour ceux d'entre vous qui auraient la fonctionnalité CRM chez nous, sachez qu'il est également possible maintenant de filtrer, je dirais, les catégories d'actions qui sont mentionnées sur les fiches clients. Alors je vous montre ça rapidement. Par exemple, ici, moi j'ai mon fameux client C1 Thomas, ici, où j'ai splitté via des catégories justement l'affichage des actions en deux onglets. J'ai des types d'actions mailing qui sont regroupés dans un seul onglet ici et des types d'actions clients qui sont regroupés ici dans un autre onglet. Donc là, il y a une page sur notre site qui l'explique. Vous aurez également le lien pour voir comment vous pouvez facilement paramétrer cela. Mais sachez au fait que dans le paramétrage des modèles d'actions qui sont en vigueur dans mon dossier, eh bien, je peux tout à fait dire, voilà, en fonction du modèle défini, la catégorie du modèle, voilà, client interne mailing, eh bien, je peux demander à Mercator que lorsque je consulte mes fiches clients, je tienne compte de cette catégorie pour justement splitter mes actions et d'avoir des onglets plus spécifiques et plus précis sur un type d'action bien précis, plutôt que d'avoir toutes les actions dans un pot commun sur un simple onglet action. Mais là, j'ai la possibilité en standard de facilement splitter ça par type d'action pour faciliter justement la recherche des actions CRM qui auraient été encodées sur une fiche client donnée. Et alors, une nouveauté encore CRM, bon, plus par rapport à l'application mobile, cette fois-ci c'était par rapport donc à Pingouin, ça vient tout juste de sortir, mais ça je ne vais pas vous montrer pour une raison de temps et techniquement parlant de devoir repartager mon smartphone ici tout de suite, mais sachez en tout cas qu'il est possible maintenant pour ceux d'entre vous qui utiliseriez Pingouin de manière plus ou moins avancée au niveau de l'application mobile, de pouvoir passer d'un bundle d'un type liste à un autre. Donc Mercator, comme vous le savez, au niveau de l'application mobile, est géré via bundle.
Donc, on a un bundle, par exemple, pour consulter des fiches clients, pour consulter des fiches articles, pour encoder de nouvelles commandes, pour réaliser des actions d'intervention chez des clients, etc., etc. Ben maintenant, via une petite nouveauté au niveau du paramétrage standard, il est possible de mettre des boutons directement dans ces bundles qui redirigent l'utilisateur mobile directement vers un autre bundle au sein d'un flux de données bien précis pour, si nécessaire, par exemple, faciliter la consultation de certaines données articles de manière plus approfondie si à un moment donné, dans un bundle, on en a besoin de le faire. Donc voilà, sachez que ça, c'est possible de le paramétrer, voilà, en fonction de bien sûr, de vos besoins, à voir avec votre chef de projet, mais en tout cas, la possibilité maintenant, elle est également standard de pouvoir facilement passer d'un bundle de type liste à un autre à un moment donné dans un processus de l'application mobile. Et alors, pour finir, au niveau de la comptabilité, il y avait également quelques petites nouveautés dont je voulais vous faire mention. Alors la première, je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce qu'on aura une session qui sera dédiée prochainement à vous présenter ceci, mais sachez en tout cas à titre informatif que maintenant dans Mercator Comptabilité, l'intégration avec Isabelle Connect a été réalisée. Donc si vous avez l'option liaison bancaire, donc le module de liaison bancaire qui est dans votre licence, mais sachez que la fonctionnalité Isabelle Connect est maintenant disponible. Et donc là, voilà, on aura une session dédiée sur son fonctionnement et plus de détails qui sortira bientôt. Mais voilà, sachez en tout cas à titre informatif que l'intégration a été réalisée. Et alors, deux dernières petites choses dont je voulais vous faire part, c'est tout d'abord au niveau du lettrage. Donc, pour ceux d'entre vous qui auraient le module comptable, maintenant, dans l'historique de la gestion commerciale, il est possible directement dans cet historique GESCOM d'afficher les documents qui auraient été lettrés. Donc, par exemple, ici dans mon dossier Créaplomb de formation, j'ai paramétré cet affichage, par exemple, dans mes factures clients. Donc, si je vais dans les séquences un fact, je fais une recherche générale, et vous voyez que l'avant-dernière colonne, qui est pour la plupart vide, m'affiche maintenant justement un petit L vert lorsque les documents de GESCOM ont en fait été, leur équivalent a été lettré en compta. Donc, ça permet d'avoir cette information également ici directement au niveau de la gestion commerciale et pas simplement dans les historiques comptables. Et alors, dernière nouveauté dont je voulais également vous faire part, c'était la possibilité de lier des paiements de la comptabilité à des documents de la gestion commerciale qui n'existeraient pas encore en compta. Et donc ça c'est géré via une reconnaissance sur base du VCS. Alors voilà, c'est expliqué ici et je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais sachez en tout cas que maintenant, il est permis de lier des paiements clients qui auraient été lus via les CODA à des documents de la GESCOM qui n'auraient pas encore d'écriture correspondante dans la compta. Et donc, ça permet justement d'avoir une gestion facilitée de ces paiements pour des documents justement qui n'auraient pas encore été injectés dans la base de données compta, quoi. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très bonne journée.